En physique astronomique, gravité signifie tendre vers un point fixe selon les lois de la pesanteur. Ainsi, les planètes gravitent autour du Soleil et la Lune autour de la Terre. C'est ce qu'ont démontré les scientifiques du XVIIe siècle, dont l'un des plus fervents défenseurs de l'héliocentrisme, Galilée. Et si les relations amoureuses étaient elles aussi soumises aux lois de la physique astronomique? On gravite vers la personne qui nous attire. On lui tourne autour. Mais une fois en couple, qui tourne autour de qui? Chloé a un homme dans sa vie depuis des années et toute son existence repose sur cette relation. Dans l'espoir de gagner en indépendance, elle entreprend un grand voyage qui va profondément la changer jusqu'à remettre en question sa vision de l'amour. Vous écoutez Transfert, épisode 236, un témoignage recueilli par Nolwenn Autré. En 2014, je prends conscience qu'en fait, dans ma relation, ça ne va plus. J'ai prévu de me marier à la fin de l'année, mais je décide finalement de quitter mon conjoint parce que je me rends bien compte que je l'aime lui, mais je ne m'aime plus moi. Je suis dans une dépendance affective qui est assez forte. Et donc, je prends conscience qu'il est temps de prendre soin de moi et de me retrouver, en fait. Je suis avec mon compagnon depuis l'âge de 15 ans. Ça fait 12 ans que je suis en relation avec lui. On s'est séparés quand même de nombreuses fois, mais toujours pour des chemins de vie qui divergeaient et non pas pour l'amour. Et là, encore une fois, c'est ce qui m'arrivait. Il faut que je parte. Ça n'a rien à voir avec lui, ça a tout à voir avec moi. C'est un soulagement quelque part, un sentiment de liberté retrouvée, même si je sais que je perds l'amour de ma vie. Mais à la fois, j'ai la sensation que c'est vraiment important et nécessaire en fait. L'annonce de la rupture, je pense qu'il en avait besoin lui aussi. Il le prend relativement bien. On reste en bons termes, donc ça facilite quand même cette séparation. Je prends mes bagages, je mets tout dans la voiture et là je fais 3 heures de route pour aller rejoindre, des amis. Ça me permet, de me poser au moins une semaine pour, savoir un peu où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire. Je passe de logement en logement, pendant quelque temps. J'habite dans des campings, je squatte chez des potes, j'alterne beaucoup de choses pendant à peu près 1 an et puis je trouve un petit appartement. Le truc, c'est que là où j'habite, c'est saisonnier, il y a beaucoup de monde l'été, donc c'est difficile d'avoir un logement, à l'année. Donc je suis obligée de le quitter en juin et je sais qu'il va falloir, tout recommencer à nouveau et c'est dans cette période où je décide de partir. Je rencontre une amie qui me parle de l'Inde, qui me parle surtout d'un village qui s'appelle Dharamsala, qui est sur les contreforts de l'Himalaya indien et elle m'explique qu'en fait cette ville, elle a été, entre guillemets, «offerte» à la communauté tibétaine dans les années 60. Donc c'est une culture, plus tibétaine qu'indienne. J'ai jamais eu trop l'appel de l'Inde, mais l'appel du Tibet énormément et du coup, il y a quelque chose qui se passe en moi. Je le ressens dans le ventre, en fait, que c'est le bon chemin et j'ai vraiment envie d'y aller. Cette amie, elle travaille dans une agence de voyage franco-tibétaine là-bas, en tant que stagiaire et elle me dit qu'ils sont à la recherche de monde qui parle français. J'envoie un mail à l'agence de voyage en disant: «Mais voilà, je serais très intéressée pour travailler avec vous». La personne qui me répond simplement: «Oui, effectivement, on est à la recherche de personnel francophone» et c'est tout, point. Je suis un peu démunie, je sais pas trop quoi répondre et je renvoie: «OK, ben, j'arrive, on va discuter en face, en fait, ça sera plus simple». Je m'organise, je prends toute ma vie, je fais mon visa, je pars et j'arrive à l'agence de voyage où littéralement je tape à la porte et je passe l'entretien en direct comme ça. Ça s'est super bien passé, j'ai été embauchée et du coup, je me suis installée dans un tout petit village, qui s'appelle Nadi, qui est, dans les hauteurs de Dharamsala, donc à 2 200 mètres d'altitude et c'est une vie toute nouvelle pour moi, quoi. Je sais pas combien de temps je vais rester, mais dès la première semaine, je sens que je suis vraiment au bon endroit. Je crois même dire à ma patronne, «OK, j'ai trouvé ce que je veux faire jusqu'à la retraite, quoi». Le tout premier jour en Inde, il est extrêmement étrange. J'arrive à New Delhi, je retrouve, l'hôtel que j'ai réservé et en fait, en entrant dans l'hôtel, je me prends un petit café à la réception
Il y a un mec en face de moi qui fait la même chose, qui boit son café et je sais pas, d'un coup, je relève les yeux, je le vois la tête en arrière. Je me précipite sur lui parce que je vois qu'il va vraiment pas bien et en fait, il est décédé devant moi, comme ça, d'un coup. Ça a été un énorme choc. Je me suis réfugiée dans ma chambre et j'en suis plus ressortie jusqu'au lendemain. Le lendemain, j'ose un peu explorer la ville. À la fois, j'ai très peur de revivre des situations un peu comme ça, fortes. Mais tout de suite, en parlant, en fait, avec les locaux, je ressens une bienveillance, mais quelque chose que j'ai jamais ressenti ailleurs en voyage et en France encore moins. Et du coup, je décide de lâcher prise vraiment et de me faire confiance, quoi, en ce choix, en fait, et de pas le remettre en question. 2 jours après, j'ai mon bus de toute façon pour Dharamsala et quand j'arrive, c'est le nouvel an indien et le soir même, j'ai toute la vallée qui s'illumine de feux d'artifice parce que là-bas, c'est pas centré les feux d'artifice comme on peut avoir en France, c'est chaque maison qui fait son feu d'artifice et du coup, c'est une explosion de joie intérieure, me dire: «Mais waouh, je suis accueillie, mais d'une façon, incroyable en fait dans ce qui va être, certainement ma nouvelle maison». Juste avant de partir, environ 2 mois avant ça, je subis une agression sexuelle qui me marque et je décide, vraiment de plus rechercher la compagnie masculine et je me rends très vite compte en Inde finalement que ça va être assez facile parce qu'il y a pas du tout les mêmes rapports hommes-femmes comme on peut les connaître, dans notre pays en France et là-bas personne ne se fait la bise, personne ne se tient la main en public. Il y a une forme de respect qui s'installe aussi avec le namasté. Namasté qui signifie, je reconnais l'autre en toi en fait, je presque c'est je dis bonjour à ton âme avant de te dire bonjour à toi, donc il y a toute une notion vraiment, très bienveillante où j'ai été tout de suite en confiance à ce niveau-là avec les gens de manière générale. Par rapport aux hommes, enfin je me pose même pas la question puisque de toute façon les rencontres elles sont pas du tout propices à ça. Après 6 mois environ, ça commence quand même à me manquer. Je crois que j'ai besoin de tendresse, surtout et je suis un peu curieuse et je décide, d'installer, Tinder du coup, en Inde. Après avoir, téléchargé Tinder, je swipe un petit moment, je tombe sur un profil qui attire mon attention de par un regard en fait très profond. C'est pas un Indien. Je suis un peu, intriguée du coup du fait qu'il puisse y avoir d'autres expatriés, dans ma région et surtout que, il semble être à 8 kilomètres et donc on match et là on commence à discuter. L'énergie, elle passe tout de suite entre nous. Le feeling, il est là. Très rapidement, on s'échange, nos WhatsApp. On s'envoie des audios. Je tombe littéralement amoureuse de sa voix, typique du latin, séducteur certes, mais vraiment, pour moi à ce moment-là, c'est génial de pouvoir échanger avec quelqu'un, dont la culture est plus proche de la mienne. Avec Lucas, assez rapidement, on se rend compte qu'il n'est pas à 8 kilomètres, que l'application Tinder a buggé complètement. En fait, il se trouve à 2 600 kilomètres de moi, à Bangalore, donc au sud de l'Inde, tout à l'opposé. On a très envie de se rencontrer, on décide que je vais descendre le voir parce que j'en ai la possibilité. Lui, il a pas forcément la possibilité de venir à Dharamsala. Je crois qu'environ 10 jours après cette conversation-là, je suis à Bangalore. On est au mois d'août, il pleut des cordes à Dharamsala, c'est la ville la plus pluvieuse de l'Inde. Il y a rien à faire, c'est la mousson et même à l'agence de voyage, c'est assez calme. Du coup, ma patronne, elle me dit: «Mais enfin, si tu as besoin de prendre ton week-end, file, quoi». Du coup, j'organise, tout un périple pour aller le retrouver parce que, c'est pas si simple de redescendre des montagnes. Il y a une quinzaine d'heures de bus entre Dharamsala et New Delhi. Il faut faire des changements, sur New Delhi pour, rejoindre l'aéroport, prendre l'avion et aller retrouver, du coup, cet homme que je connais pas du tout. C'est un voyage qui dure entre 24 et 30 heures, qui est, assez intense. En même temps, dès qu'on veut bouger dans ce pays, il y a pas trop le choix, c'est toujours des longues distances, des longs trajets. Mais je suis très emballée à l'idée de faire cette rencontre. J'ai passé beaucoup de mois à travailler sur moi et sur, ma relation à moi-même,
de m'être mise en priorité, ça m'a permis vraiment de me libérer de cette dépendance affective et à la fois à ce moment-là, je ne le sais pas vraiment puisque j'ai pas fait d'autres rencontres et que du coup, je sais pas comment je vais réagir, amoureusement par rapport à ça. Mais me libérer de la dépendance affective, c'est pas un travail qui est fait pour ne plus être amoureuse, c'est juste pour être amoureuse de façon saine, en fait, de pouvoir rester un être, totalement libre et laisser l'autre être libre. J'ai pas peur à ce moment-là de tomber dans la dépendance affective avec lui, puisque c'est une relation qui est toute nouvelle, toute fraîche. Je fais pas trop de projections. C'est toujours intriguant et on a toujours envie, de savoir un petit peu ce que ça va donner, mais je me pose pas trop de questions. Je l'attends à l'aéroport de Bangalore. Il vient me chercher en taxi. Je suis à l'affût, je le cherche partout. Puis soudain, je sens une main sur mon épaule et je me retourne et c'est lui. Et en fait, il me surprend énormément parce qu'il m'embrasse tout de suite et devant tout le monde. Et en Inde, ça se fait pas du tout. Du coup, je suis un peu choquée, mais à la fois hyper agréablement surprise parce que l'alchimie des peaux dit tout à ce moment-là. Et le feeling est là, il était bien là, on l'a pas rêvé. Pendant nos premiers échanges par WhatsApp, il mentionne qu'il a une petite copine en Argentine. J'y prête pas trop attention parce que, après, c'est peut-être une question de vocabulaire. On échange en espagnol. Pour moi, c'est pas vraiment une relation sérieuse. Le premier soir, c'est très agréable. On mange ensemble, on joue de la musique, on rit énormément, on fait l'amour. C'est une nuit vraiment superbe. Le lendemain, il me dit qu'il faut qu'il passe un coup de fil, qu'il rentre en visio avec sa petite amie. Donc je lui laisse cet espace-là, je me retire un peu, mais en fait ça dure 1 heure. Et là je comprends que c'est pas du tout une petite relation comme ça, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de sa vie. Et donc là je redescends. Je suis sur le balcon de sa chambre d'hôtel, j'attends et je passe par toutes les émotions. Je me trouve bête d'avoir, craqué pour un latino séducteur qui est en couple, de, entre guillemets, «faire du mal» à une personne qui est à l'autre bout du monde que je ne connais pas, qui est en Argentine. Mais j'ai quand même un fort sentiment de sororité, donc je culpabilise déjà pour elle. Je me trouve aussi idiote d'avoir cru que peut-être je pouvais, vivre quelque chose, une histoire, peut-être retomber amoureuse. En fait, plus rien n'a de sens sur le moment. J'ai quand même le temps de redescendre aussi. Ça a été un mélange d'émotions parce que je crois que pendant ces mois de solitude, j'ai pris l'habitude de me remettre en question moi et de regarder en moi ce qu'il y a à corriger et non pas chez l'autre en face. Et pendant que lui, il est en visio, moi, je passe par toutes ces palettes d'émotions et je décide qu'en fait, quoi qu'il se passe, que je décide de mettre fin à cette relation dans la journée, je le perds, que je décide de finir mon week-end avec lui, je vais finir par le perdre aussi. Ça ne change rien. La finalité, c'est que cet homme, il a sa vie et que je peux que respecter ça. En attendant, on vit quand même une histoire qui est géniale et je trouverais ça vraiment bête de partir en pensant, voilà, en le jugeant en fait pour ses actes à lui, alors que je peux passer un moment merveilleux. Après la visio, il me rejoint sur le balcon et je lui explique, l'heure que je viens de passer de mon côté. Je lui pose un peu plus de questions aussi sur sa relation, la nature de sa relation. Je lui explique aussi ce que j'ai ressenti, ce down et ce up d'émotions et il est tout à fait d'accord avec moi. C'est un sujet qu'on a déjà abordé, le fait, d'expérimenter le véritable amour finalement. C'est, garder le cœur ouvert, tout en ayant vraiment la conscience que l'autre en face de soi est un être libre, quoi, et qu'il ne nous appartient pas, à aucun moment. Lui, il est, très inspirant, pour ça, parce que c'est quelque chose qu'il cultive depuis longtemps déjà. Il m'explique que dans sa tradition familiale, vraiment, la notion d'amour va bien au-delà de la notion d'amour amoureux. C'est vraiment quelque chose qui englobe et qui se multiplie, en fait, qui a pas de limite et c'est ça qu'il cultive et donc moi, bien sûr, ça m'inspire beaucoup. À la fin de ce week-end, on ne sait pas si on va se revoir, mais j'ai déjà un billet d'avion en poche, pour, 15 jours plus tard pour Bangalore parce qu'en fait, j'avais acheté, un premier billet
qui était trop loin dans le temps et j'ai craqué, en fait, j'ai racheté un autre billet où je suis venue plus tôt. Donc j'ai ce second billet, cette seconde occasion de venir le voir. Je sais pas si je vais prendre cet avion ou pas. Je termine ce week-end, on se dit au revoir, donc sans vraiment savoir. C'est beau ce qui se passe, c'est vraiment on se dit: «Je t'aime», mais c'est un «je t'aime» qui n'engage à rien du tout, c'est un élan d'amour. Je suis très heureuse, je pars à Arunachala, qui est, le centre spirituel de l'Inde. J'ai prévu aussi de visiter ce lieu sacré, pendant mon voyage, à Bangalore. Ça me permet aussi de pas être partie là-bas uniquement pour voir Lucas, mais aussi pour vivre une expérience que j'ai envie de vivre moi. Donc je pars sur cette montagne, c'est un séjour, merveilleux. Je rentre dans ma montagne, on continue nos échanges, on n'arrête pas de communiquer, c'est toujours aussi fort et même plus. Je retourne à Bangalore, on est très heureux de se revoir et là, il me présente à tous ses amis qui travaillent, aussi avec lui sur Bangalore. On fait la fête, on s'amuse beaucoup, on rigole, on passe vraiment de bons moments. C'est juste beau. Cette deuxième séparation, pour moi, était un peu plus difficile parce que là, j'ai plus de billets d'avion en stock pour retourner le voir. J'ai quand même espoir qu'il vienne découvrir mon univers à Dharamsala. On se dit au revoir, mais on sait que tout est juste. Si on doit se revoir, on se reverra. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. À la fois, aller en Argentine, c'est un de mes plus grands rêves, parce que j'adore voyager et l'Amérique du Sud, je me le garde un peu comme la cerise sur le gâteau de mes voyages. Je suis un peu baroudée partout, mais il me manque ce continent-là et donc je me dis: «Peut-être un jour, de toute façon, on va se revoir». Donc je repars. On se pose la question s'il vient ou pas, s'il en a la possibilité ou pas. Finalement, ses amis lui offrent, sans qu'il le sache, 1 semaine à Goa avant qu'il reparte en Argentine, donc ils partent tous sur Goa. Il a pas le temps de venir à Dharamsala. C'est le moment pour lui de rentrer en Argentine et à ce moment-là, là, c'est difficile parce qu'il va désactiver sa carte SIM indienne. Il va retourner auprès de sa compagne et on n'aura plus les moyens de communiquer et c'est mieux comme ça. On se dit de toute façon que c'est mieux comme ça. Cet au revoir, il se termine par un audio, de 10 ou 15 minutes qu'il me laisse en me disant à quel point il m'aime et à quel point il est plein de gratitude pour cette histoire vécue. Ça me fait énormément pleurer et en même temps, je suis tellement heureuse de l'avoir vécue. Un peu moins d'1 an plus tard, je rentre en France et là, je retrouve, mon ex-compagnon, celui, que j'ai pas épousé finalement. J'ai vécu, beaucoup de choses pendant ce voyage et le fait de retrouver, mon ex-amoureux, c'est puissant, c'est très fort dans mon cœur parce que je me rends compte que c'est lui ma maison, peu importe où je sois dans le monde, s'il est là lui, moi ça va quoi. Nos retrouvailles, elles se passent parce que c'est l'anniversaire de mon ex-compagnon, qu'on a beaucoup d'amis en commun. Au bout de moins de 5 minutes, on est déjà en train de s'embrasser, c'est comme si rien n'avait changé en fait, parce que c'est une longue histoire qui est forte. Quand on se retrouve, c'est très naturel. On fait comme si de rien n'était pendant environ 1 mois. Au bout d'1 mois, on se dit: «Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On reprend notre histoire, ou pas?» C'est assez logique que oui, on a quelque chose à reprendre. On a eu peur tous les 2, très peur, parce que bien sûr, la dernière séparation a été source de souffrance, mais il y avait encore quelque chose à faire, ouais. Mon compagnon, il m'offre un voyage, pour mon anniversaire. J'ai beaucoup de chance, qui sait qu'aller en Patagonie, c'est un des grands rêves de ma vie. À l'aller, j'avais genre 12 heures à Buenos Aires et 24 heures sur le retour et Buenos Aires, c'est la ville où Lucas habite. On est partis 1 mois et demi entre le sud de l'Argentine et le Chili et sur le retour, donc j'avais ces fameuses 24 heures à Buenos Aires. Je me dis: «Potentiellement, je peux le croiser». Avant de partir en Argentine, je lui envoie un email sur son compte, professionnel, c'est le seul contact que j'ai encore et je lui dis que je vais, passer par là, que ça m'étonnerait qu'on soit amenés à se voir parce que d'une, je voyage avec mon compagnon, mais aussi, j'ai très peu de temps. Mais voilà, j'en profite pour lui demander, je crois, 2-3 infos sur ce voyage-là, s'il peut m'aider un petit peu. Il me répond tout simplement, qu'il est super heureux pour moi et que voilà. Le jour où je suis à Buenos Aires, je crois que j'ai besoin de le chercher. C'est comme si,
Il y avait aussi un goût d'inachevé quelque part. Comme on s'était dit que peut-être on se reverrait au bout du monde, là, c'est l'occasion. Un peu malgré moi, aussi parce que c'est difficile de voyager aussi longtemps avec qui que ce soit. Donc 1 mois et demi avec mon compagnon, on est un peu fatigués. J'ai besoin de vivre ces instants à Buenos Aires, toute seule et donc je provoque entre guillemets «une dispute» avec mon compagnon pour être, seule dans les rues de Buenos Aires et je le cherche. Évidemment, je le retrouve pas. Évidemment. Quand on était en Inde, il m'avait montré une petite chaîne YouTube sur lequel il jouait de la guitare et j'ai l'idée d'aller revoir ce compte YouTube et dessous, en fait, je vois sur la dernière vidéo qu'il a postée, son lien sur son compte Instagram. Donc ça me permet, d'avoir son compte. Je l'ajoute, il accepte et on met un certain temps avant de s'écrire parce qu'on sait rien de la vie, de l'un de l'autre et donc j'attends peut-être 1 semaine et je me décide à lui envoyer un petit coucou et là, il est trop content que je le fasse parce qu'il osait pas le faire. Je lui envoie un message, sur Instagram où je lui raconte que quand j'étais à Buenos Aires, j'ai passé une journée à le chercher dans les rues de Buenos Aires. Ça le fait sourire parce qu'il me raconte qu'à ce moment-là, lui aussi, il me cherchait quelque part. Lui, il savait plus trop les dates par lesquelles j'allais passer, mais pendant 3-4 jours, il était au balcon de son travail et il me cherchait lui aussi dans la rue en bas, voir si je passais à tout hasard. Donc ça a été rigolo pour nous de pouvoir en discuter, de se rendre compte finalement qu'on se cherchait au même moment, qu'on était peut-être à quelques mètres, que peut-être on est passés l'un à côté de l'autre sans même le savoir. C'est très étrange comme sentiment. Je sais pas du tout ce que j'aurais fait si finalement j'étais tombée sur lui. Je pense que j'aurais été juste très heureuse de le voir, de pouvoir vraiment le serrer dans mes bras, sans aucune attente de relation amoureuse parce que finalement je suis très amoureuse et depuis toujours de mon compagnon actuel. C'est lui l'homme de ma vie, le vrai. Lucas, par contre, c'est quelqu'un qui est passé dans ma vie à un moment donné, qui m'a enseigné une chose qui est devenue importante et qui a même solidifié mon couple derrière. Et pour ça, je serai toujours remplie de gratitude. Je pense que si j'avais pu le croiser à ce moment-là, on se serait serré très fort dans les bras, on aurait rigolé, souri et on se serait redit au revoir, mais avec beaucoup plus de légèreté. Cette histoire, elle m'a permis de guérir cette dépendance affective en grande partie, parce que sa vision de ce que c'était que le véritable amour m'a énormément inspirée, quelque part solidifié donc ma relation actuelle, dans le sens où je ne suis plus dans l'attente que l'autre m'apporte une quelconque forme de bonheur. Ce bonheur, il se co-crée vraiment à deux et je dois avant tout me l'amener à moi, pour moi-même en fait. Je crois que je suis redevenue ma propre priorité grâce à lui parce que j'ai vu comment lui le faisait. Alors certes, ça peut passer pour de la pure infidélité de son côté, on peut le percevoir comme ça. Pour moi, c'était juste qu'il pensait à lui et que ça n'avait rien à voir avec l'autre et que c'était pour ça qu'il était heureux, tout simplement. Et je crois que j'ai gardé un petit bout de cette philosophie depuis. Ça m'a vraiment, vraiment aidée en fait à vivre aujourd'hui une relation qui est très saine. J'ai pas parlé de cette histoire à mon compagnon. Là aussi, je pense que tout ça, c'est quelque chose qui m'appartient, qui fait partie de mon chemin. Maintenant, mon compagnon, il connaît ma vision par rapport à ma représentation de l'amour, de comment ça m'est arrivé. Il a pas les détails, je pense pas que ça soit nécessaire pour lui. Mais par contre, c'est quelque chose où vraiment c'est ancré dans mes valeurs actuelles et je crois que ça rayonne sur notre relation. Au début, quand on se retrouve avec, mon compagnon actuel, j'ai presque envie d'essayer de lui proposer, l'expérience de l'amour, libre, pourquoi pas? Et à la fois, je vois que ça résonne pas en lui, ça correspond pas à ses désirs, je l'entends, je le comprends et je lui fais comprendre qu'en fait, moi personnellement, je pourrais jamais lui en vouloir si, il faisait un écart quelque part, s'il rencontrait quelqu'un dans une soirée ou quoi, parce que tant que ça n'a rien à voir avec moi, avec notre relation, finalement, il fait ce qu'il veut. C'est pas son regard sur l'amour à lui et je le respecte tellement que du coup, je me suis aussi, adaptée à cette vision-là et ça me va très bien. J'ai pas besoin de plus, mais par contre, je peux totalement comprendre les gens qui suivent l'élan qu'ils ressentent, lors d'une nouvelle rencontre. Ça me paraît, naturel et sain, en fait. Ma définition du couple aujourd'hui, ce serait, s'aimer véritablement inconditionnellement. D'être toujours un soutien, l'un pour l'autre, d'être un support et jamais un frein. Dans ma vision, le couple, il représente vraiment une troisième entité,
C'est vraiment toi plus moi égale ce couple. C'est quelque chose donc qu'on construit, qui est à part en fait, mais c'est vraiment, ça peut marcher que si c'est, mon bonheur plus ton bonheur égale un autre bonheur en fait. Et je crois que le pire qui puisse arriver à un couple, c'est la fusion. Cette année, on a fêté nos 20 ans de relation avec mon compagnon. C'est vrai que c'est une relation passionnelle, dans laquelle on a grandi ensemble. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse de cette relation. Je sais qu'on a encore de très belles années devant nous. On est une équipe. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 236, un témoignage recueilli par Nolwenn Autré. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Dérochage, Nolwenn Autré. Prise de son et réalisation, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.